Cette le développement. conférence va maintenant être enregistrée. Pardon, Voilà, on est enregistré et surtout, on est là aussi pour aider à améliorer en tout cas la compétitivité de ces créateurs. Alors, vous avez sous l'écran nos cibles un petit peu prioritaires des gens à qui on s'adresse, hein, donc à tous les porteurs de projets, entreprises ou académiques, et quelle que soit leur situation, leur activité, leur marché ou leur niveau technologique. Par contre, on a vraiment une composante essentielle pour nous. On intervient quand il y a de l'innovation ou quand il y a une volonté de trouver un projet innovant. Et pour ça, on s'appuie sur des outils que pépinière, incubateur avec la communauté d'agglomération, mais aussi avec des méthodes et surtout un réseau d'acteurs et de partenaires dont Sébastien fait partie depuis de nombreuses années puisqu'il nous accompagne sur la pépinière. Et je le remercie d'être présent pour animer ce 4e cycle de webinaires. C'est vrai que depuis le début du confinement, on a lancé ces initiatives qu'on a voulu articuler, je veux dire, autour de 4 piliers essentiels par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. D'un côté, les ressources humaines et tout ce qui concerne l'accompagnement du chef d'entreprise pendant cette crise, la communication et le marketing, le parcours commercialisation et la relation client, ce qu'on va voir un petit peu cet après-midi, et le parcours financement. Donc, on va continuer à proposer des sujets autour de ces 4 grands piliers dans les semaines encore qui vont suivre. Et merci, puis je rends le micro. Parfait. Merci Virginia. Donc bonjour à tous pour les derniers arrivés. Donc on ouvre aujourd'hui le 4e cycle de nos webinaires. On souhaitait traiter de la partie commerciale et plus particulièrement de la tactique commerciale et pas de la prospection. On en discutera peut-être aussi en partie. Du coup, on remercie chaleureusement Sébastien Chastel du cabinet Chastel de nous faire cette intervention aujourd'hui. Vous le verrez, au niveau du cheminement de l'intervention, on aura un petit peu les approches à adopter dans cette période et les outils et méthodes que Sébastien vous présentera pour mettre en action ces approches. Et puis, ça sera illustré au fur et à mesure à travers différents exemples pour rendre tout ça assez concret. Voilà, Sébastien, je vais te rendre la main pour être présentateur. Oui. Et voilà. Alors, vous voyez, il y en a déjà qui ont commencé à saluer dans le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions, surtout à travers le chat, et moi je les ferai remonter à Sébastien. J'attends ton partage. Ça arrive. Toujours une petite latence, moi aussi. Il n'y a pas que le logiciel. Hop. Ça devrait être bon. C'est bon, super, parfait. Ok. Normalement, on est bien. Ça devrait être bon. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis ravi, honoré que la Technopole ait fait appel une nouvelle fois à moi pour qu'on parle un petit peu de tactique, de stratégie. Tout ça, ce sont des mots qu'on utilise à tort, à travers. Déjà, on va commencer par faire un distinguo entre ces différents items. Je ne reviens pas sur le contexte du Covid-19, on le subit tous et n'attendez pas de moi une revue ni des visions de Madame Irma, je n'en sais pas plus que vous. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que c'est un moment particulier dont il faut qu'on tire aussi certaines opportunités dans la relation avec nos clients, parce qu'on va en parler, mais aussi d'une manière plus globale dans le pilotage et dans la définition de notre feuille de route. C'est-à-dire comment on va avancer face à un contexte aujourd'hui difficile, demain certainement plus propice. Mais comment on fait pour avancer? Dans quel ordre on doit avancer? Toute notre difficulté en tant que dirigeant ou en tant que responsable de service, même pour certains opérationnels, c'est de prendre un peu de hauteur. Et là, l'idée, c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est prendre de la hauteur, mais aussi descendre sur des points très concrets. Donc, l'idée de ce webinaire, ça va être je le disais, de prendre de la hauteur et de trouver des clés pour organiser notre plan de développement. Avant de poursuivre, permettez-moi de me présenter. Donc, j'ai fondé le cabinet Chastel il y a un petit peu plus de 10 ans. Précédemment, j'avais une expérience chez KPMG comme consultant stratégique, puis comme responsable de pôle.
Et suite à différents mouvements, j'ai décidé de monter ce cabinet dont les services vous sont proposés sur le slide présent. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse partie quand même de notre activité qui est dédiée au conseil en stratégie, au conseil de direction. Pour ce faire, on s'appuie aussi sur un réseau de partenaires, que ce soit des experts comptables, des avocats, en tout cas des sachants qui nous aident à mener à bien nos missions, que ce soit sur la partie financière ou sur des parties de rapprochement d'entreprise. Et puis, ce qui nous rassemble un petit peu plus quand même aujourd'hui, ça va être la partie de droite, c'est-à-dire tout ce qui concerne finalement l'amélioration de nos performances individuelles et collectives. Donc, ça fait, je dois être un prof refoulé parce que j'adore cette activité de formation. C'est aussi la raison pour laquelle je suis professeur à l'IAE de Toulouse en tant que prof de stratégie sur 2 masters. Et puisqu'il est de bonne loi de mettre quelques références, vous en avez quelques-unes qui sont présentées devant vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le plan ensemble de ce webinaire. Donc, on va commencer par faire la distinction entre ce qu'est la tactique et aussi qu'est-ce que ça veut dire stratégie, parce que c'est des termes qu'on utilise à tort à travers, mais on va quand même se mettre d'accord sur ce que ça représente. Le plan tactique, qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Comment on construit et comment on fait pour le piloter au mieux? C'est-à-dire du quotidien à l'hebdo, au mensuel ou au trimestre. Comment on fait pour piloter ce genre de plan? C'est ce qu'on verra en dernière partie de ce séminaire. Petite information, le support qui est projeté vous sera transmis par la Technopole. Et pardonnez-moi d'avance, je ne pourrai pas aller dans le détail de tous les points, vous vous en doutez, c'est pas une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on le fait. Par contre, je me tiendrai à votre disposition pour répondre à vos questions individuelles. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Alors, stratégie tactique. Il y a un petit peu de littérature, mais il faut qu'on se mette d'accord quand même. En fait, la stratégie, c'est quoi? C'est tout ce qui va permettre de tracer une ligne. Cette ligne, elle est inhérente à ce que veut ou ne veut pas faire le dirigeant, en fonction aussi de ses moyens ou en fonction de ses ambitions. A contrario, face à ça, on a les tactiques. Celles-ci, elles, concernent vraiment les dimensions opérationnelles. C'est vraiment tous les jalons de notre feuille de route. Donc, c'est intéressant quand même de se mettre d'accord sur où est-ce que je vais aller et comment je vais y aller. Et ce sont des choses totalement différentes. Objectifs et moyens sont des choses, encore une fois, complètement différentes. Si on parle de plan tactique, il est composé de quoi? D'abord, il y a des opportunités qu'on doit déceler. Pour déceler ces opportunités, il faut avoir une capacité d'analyse. Donc, c'est souvent la clé. C'est-à-dire, c'est du travail. Il faut se relever les manches, il faut travailler, lire, comprendre, questionner, synthétiser, catalyser. Et de ce travail d'analyse, on pourra sortir et identifier certaines opportunités de développement. Puisque je me fixe des objectifs, je suis en droit d'attendre des résultats de tout l'investissement qui est le mien, temporel et financier. Face à ça, on va mettre en place un certain nombre de moyens, de ressources. Et le rapport entre le résultat que je suis en droit d'attendre et les moyens et les ressources que je vais mettre en œuvre va me permettre de déterminer mon retour sur investissement. Parfois, je suis forcé de constater que je vois certains plans d'action qui sont un peu décorrélés de la réalité, qu'on n'a pas pris en compte de manière fine l'évaluation de chacun des moyens qu'on va mettre en œuvre, et on se retrouve avec des plans d'action ou des feuilles de route qui sont complètement caduques, obsolètes et qui font perdre de l'argent aux entreprises. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, finalement, c'est comment j'identifie ces opportunités de développement, quelle méthode je vais utiliser, et comment je vais traduire ces opportunités en plan d'action, en feuille de route, et comment je vais évaluer tout ça. Alors, on se sert de cette démarche aujourd'hui dans le cadre d'un plan tactique commercial, mais on a bien compris qu'on peut utiliser cette même méthode pour tout plan de développement d'entreprise. Un petit rappel de ce que représentent les fondements d'une démarche stratégique. Je ne reviendrai pas sur la première partie, c'est-à-dire le cadre de référence d'une équipe dirigeante, ses valeurs, ses volontés, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, ni de la segmentation stratégique de l'entreprise. Mais on va faire un focus sur quelque chose que nous connaissons tous bien, c'est l'analyse de notre environnement et l'analyse de nous-mêmes, notre nombril,
comment nous sommes faits et comment nous pouvons évoluer dans cet environnement. De l'identification de ces gaps, nous pourrons donc logiquement écrire un plan d'action. C'est la démarche que nous allons voir maintenant. On a tous entendu parler du SWOT. J'ai moi-même mis en place cet outil d'analyse à de multiples reprises en tant que salarié et puis en tant que dirigeant du cabinet. C'est un outil très simple. C'est une photo d'une organisation qui évolue dans un environnement. On m'avait appris à l'époque à l'utiliser dans un certain sens logique et je me suis rendu compte qu'au fil de l'eau, ce sens logique méritait d'être mis en question. C'est la raison pour laquelle on va commencer par l'externe. Analyser l'externe, c'est investir énormément de temps, parfois d'argent, pour aller récolter de la data. Ces données qu'on va traduire ensuite et qu'on va confronter à l'interne vont nous permettre d'avoir une analyse fine de l'environnement dans lequel nous évoluons. Il est étrange de voir que des entreprises, des dirigeants, des membres d'équipe sont tellement nés dans le guidon qu'ils n'ont pas le temps de prendre de la hauteur pour anticiper les choses. Anticiper les choses, c'est les mettre en perspective et c'est aussi éviter, anticiper les difficultés futures. Une analyse environnementale, avant la crise que nous vivons, je me disais, il faut la revoir tous les ans. Non, en fait, là, on peut le constater, il faut la revoir très fréquemment et la remettre en question, cette analyse, dès qu'un événement majeur vient remettre en question notre analyse. Alors peut-être que tous les systèmes, là, vous en voyez, on en voit 9 devant vous, peut-être que tous ces systèmes ne sont pas directement impactés par chacune des crises auxquelles nous sommes confrontés. Là, en l'occurrence, nous sommes bien d'accord que tous les systèmes de l'environnement sont impactés par une crise sanitaire de ce type. Alors, même si je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les systèmes, je vais me permettre de les définir. Les fournisseurs, comme leur nom l'indique, ils sont à l'extérieur de l'entreprise. Il faut fournisseurs, partenaires, c'est la même chose. C'est prendre en compte leur mode de fonctionnement, leur solidité financière, la typologie des liens qu'on a avec eux, l'historique, leur niveau de compétence. Les substituts, eux, ce sont tous les services ou produits qu'un client, un consommateur, pourrait utiliser à la place de ce que nous proposons. Exemple, une entreprise qui fait de la cosmétique, les substituts pourraient être les remèdes de grand-mère. Bon, ok. Les clients, comme vous pouvez le voir, dans cette spirale environnementale, sont bien sûr à l'extérieur de l'entreprise. Ils ne nous appartiennent pas. Donc, ce portefeuille client, on va l'analyser, voir comment il se comporte, voir également quels sont ses points forts, c'est aussi les menaces qu'il peut représenter dans son fonctionnement, dans son mode de fonctionnement. Les concurrents, eux aussi, bien sûr, sont à l'extérieur. De la même manière, on sera à même de les analyser en identifiant dans leur mode de fonctionnement ou dans leur constitution ce qui peut être considéré comme une opportunité pour nous, ou au contraire, une menace. J'étais ce matin avec dirigeant d'un façonnier dans la vallée, la Cosmetic Valley, là, vers Orléans, tout ça. Et un de ses principaux concurrents se trouve en Lombardie. On peut se dire comme ça, de prime abord, que le fait que cette région soit particulièrement touchée par cette crise sanitaire va avoir un impact fort sur l'environnement. Il se trouve que, après avoir discuté, un peu argumenté, on s'est rendu compte que finalement, ce concurrent doit répondre à des clients qui, eux, ont toujours des besoins, mais lui n'a plus le droit de produire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas de figure? Est-ce qu'on n'a pas un intérêt à se rapprocher de ce concurrent? Faire un partenariat temporaire, permanent, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, à la fin de notre webinaire, on va appeler donc ce concurrent en Lombardie pour voir comment on pourrait lui donner un coup de main et peut-être tisser des partenariats. La dimension économique, enfin, donc c'est tout notre système économique qui est touché. On parle aussi le chômage aussi, par exemple, rentre dans cette ligne de compte. La réglementation, là, ça demande aussi une analyse fine. Quand on ne sait pas
Et quand on ne sait pas aller chercher une information sur un des systèmes de cet environnement, on se rapproche de sachants et on leur demande leur analyse. Petite information aussi, vous avez un cabinet qui s'appelle Xerfi, Percepta, qui fait des analyses sectorielles, donc par secteur d'activité, par filière. Ils font des analyses fines avec des tableaux de bord qui sont très bien faits, mises à jour annuellement, parfois même 2 fois par an. Certaines études sont très abordables, d'autres sont excessivement chères, mais en tout cas, ça reste une très bonne base de travail pour se remettre en question notre vision de l'environnement dans lequel nous vivons. Et puis aussi, d'un point de vue managérial, c'est intéressant de donner ce genre d'informations à un collaborateur qui vient d'entrer pour lui donner un peu plus de matière et un peu plus de recul sur l'environnement qu'il connaît ou qu'il va découvrir. La dimension technologique. Comme son nom l'indique, ce sont tous les systèmes, tous les items qui vont avoir un impact sur l'environnement, les évolutions technologiques, l'intelligence artificielle, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire aussi l'utilisation de masse aujourd'hui du télétravail ou de plateformes de webinars, que ce soit GoToMeeting, Skype, Zoom, etc., etc. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution technologique va avoir un impact très fort sur l'environnement. La dimension socio-culturelle, comme son nom l'indique, ça implique tous les mouvements sociaux, les comportements des consommateurs, des individus, de notre société, tous les mouvements sociétaux qui vont avoir un impact sur notre environnement. Ce point-là évolue constamment, chaque année à son lot de mouvements sociaux. Donc, chaque année, il faut revoir notre analyse environnementale. Pour terminer sur cette analyse de l'environnement, on parlera des nouveaux entrants. Alors, les nouveaux entrants, ils ne sont pas encore concurrents, mais ce sont des entreprises ou des acteurs qui, par une simple modification de leur outil de production, de leur modèle économique, peuvent entrer directement en concurrence avec nous et devenir des acteurs majeurs de la filière sur laquelle nous évoluons. J'en ai terminé pour l'analyse environnementale. Ouais. Et je vais maintenant. Je me permets de faire remonter une question du chat. Concernant les petites structures qui potentiellement n'ont pas de ressources humaines extensibles, comment c'est possible de mettre en place des veilles aussi poussées que ça sur tout l'environnement et est-ce qu'il y a des blocs qui peuvent être éventuellement prioritaires? Est-ce que ça peut être la réglementation? Est-ce que ça peut être les nouveaux entrants, les concurrents? Est-ce que il y a des choses qui ressortent du lot un peu? Oui, ces 9 forces qu'on voit là sont les forces qui impactent notre environnement. Effectivement, là, je vous ai donné les 9. Mais selon le contexte dans lequel on évolue, selon le moment de l'année, selon la taille de l'entreprise, ces forces-là n'ont pas le même impact sur notre évolution. Si je suis seul, TPE, profession libérale, et que je n'ai pas le temps matériel d'investir pour faire cette analyse-là, je répète, il y a des gens qui savent le faire. Donc, Xerfi, je n'ai pas d'action chez eux. Hein. Moi, je fais appel à eux en tant que moi, c'est mes fournisseurs. Je fais appel à mon expert comptable. Parce que lui, il a aussi énormément de données. Et son travail, c'est aussi de donner le meilleur conseil à ses clients. Donc, il doit aller chercher cette information. Il doit catalyser cette information et la donner à ses clients. Donc, il faut d'abord s'appuyer sur ses partenaires existants, donc expert comptable, avocat, un conseil, un consultant. On peut toujours demander où est-ce que je peux aller chercher cette information facilement. Ouais. Et puis quand on y arrive, c'est ce qui est remonté, de venir externaliser cette partie veille. Je pense qu'il y a peut-être des outils aussi, peut-être qu'on peut retrouver sur Internet qui font remonter un peu peut-être ce type d'informations. Je pense à la réglementation. Il y a peut-être des fédérations professionnelles qui poussent de l'info. Les syndicats, les OPCO, hein, les organismes paritaires de collecteurs des fonds de formation, ont énormément de données aussi sur les filières, parce qu'ils sont sectorisés et spécialisés par filière. Je pourrais, si vous le voulez, vous faire une liste à l'issue du webinaire. Hein, si ce n'est pas aujourd'hui, m'en voulez pas.
mais vous faire une liste de sources d'informations où on peut aller justement aller chercher de la data en ce qui concerne l'environnement, si ça vous intéresse. Ouais, ça peut. Personne ne répond, donc ça veut dire oui. Ok, d'accord. Je continue. Il y a d'autres questions, Alexandre? Non, il y a des remarques. Voilà, on avait la presse parfois aussi locale, l'INSEE qui reste toujours une base à la recherche économique, quoi, dans tous les cas. Donc ouais, c'est ça. je te laisse poursuivre. Ça marche. Cette fois-ci sur l'interne, donc ça on va se regarder un petit peu le nombril et voir comment on est fait. Donc notre organisation. Dans cette organisation, qu'est-ce qui peut constituer une force ou, à contrario, une menace? La dimension financière, idem. Est-ce que j'ai les capacités de mener des chantiers, d'investir, de capitaliser? Le système d'information, tout mon système informatique, est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il répond aux normes réglementaires qu'on a pu voir dans le système précédent, hein, RGPD, c'est une des nouvelles données aussi? Mes produits, mes services, en quoi constituent-ils une force ou une faiblesse? L'idée, c'est pas de se caresser dans le sens du poil et de se dire oui, je suis bon, je suis très bon, ou de se flageller en se disant non, là, je suis vraiment pas bon. Il faut tenter d'être le plus objectif possible. Et elle est là la grande difficulté quand on fait l'analyse interne. C'est d'être capable de prendre de la hauteur et de le faire de manière objective. Si c'est une difficulté, alors il faut qu'on puisse s'appuyer sur des gens de confiance. Son équipe, encore une fois, pourquoi pas son expert comptable, on peut le faire rentrer dans la boucle. C'est aussi un outil managérial important parce qu'on peut faire participer l'ensemble d'une équipe, d'un périmètre qu'on a déterminé pour venir enrichir cette analyse. L'infrastructure, donc c'est tout ce qui concerne le mobilier, le foncier, les matériels utilisés, l'outil de production. Est-ce qu'il est obsolète? Est-ce qu'au contraire, il est à la pointe de la technologie? Est-ce que je ne suis pas trop en avance sur mon temps? Est-ce que toute cette dimension infrastructure est aussi importante à identifier, d'autant plus que si mon plan d'action doit s'appuyer fortement sur mon infrastructure, il faudra que je sois capable de l'utiliser au mieux. La dimension technologique, elle aussi, on la retrouvera donc en externe et en interne, puisque c'est mon degré de maîtrise des savoir-faire technologiques cette fois-ci. C'est une dimension spécifique. Les savoir-faire vont venir après et concernent plutôt les savoir-faire métiers, purement opérationnels. Je sais pas, par exemple, je prends un commercial, son savoir-faire, est-ce qu'il sait faire une entrée en matière, est-ce qu'il sait négocier, est-ce qu'il sait traiter des objections, est-ce qu'il est capable de rédiger un contrat, de suivre, etc., etc., etc. La partie fonction est un petit peu plus est très liée au GRH en réalité. La partie fonction, c'est uniquement est-ce que mes définitions de fonction sont claires, établies, est-ce que les périmètres ne se chevauchent pas, est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire, est-ce que je fonctionne par objectif ou uniquement par délégation. Et donc, ça fait un lien avec le management, forcément, ma capacité managériale. Est-ce que je suis un exemple? J'ai un devoir d'exemplarité, mais est-ce que je suis un exemple? Est-ce que les procédures managériales sont respectées? Est-ce que les félicitations sont d'usage? Ou est-ce que je suis plutôt dans le recadrage? Quel est mon style de management? Comment se comporte mon équipe managériale? Et puis enfin, la dernière dimension, c'est la dimension RH. Au-delà de la pyramide des âges, c'est d'être capable d'avoir un outil de GRH adopté, d'avoir une politique de formation en phase avec les besoins. Est-ce que les entretiens individuels sont menés aux périodes qui sont légales? Est-ce que le relevé de besoins ou de souhaits de formation sont traités? Comment sont-ils traités? Etc., etc. Ça touchera beaucoup moins, ce genre de dimension, les entreprises unipersonnelles, mais dès qu'on arrive sur une taille de TPE ou de PME, ce sont forcément des dimensions qu'on doit aussi analyser. Effectivement, je te coupe 30 secondes, presque un petit témoignage de l'expérience qu'on peut avoir à la Technopole, parce que mine de rien, on fonctionne aussi un petit peu comme une petite entreprise. C'est que cette partie interne et externe, c'est vrai qu'on l'a. Donc c'est Virginia qui l'avait intégré dans aussi notre séminaire et on a travaillé ensemble dessus. Je pense que c'est aussi un outil ça vient faire cohésion et ça vient fédérer les différents collaborateurs autour de tout ça. C'est un outil
un outil à pas négliger. J'avais aussi une remarque, mais c'est plus personnel par rapport du coup à l'activité qu'on fait. C'est aux entreprises qui sont connectées. Est-ce que vous utilisez, est-ce qu'à un moment vous vous posez et vous faites ces analyses externes, internes, à un moment, est-ce que vous le faites de manière régulière? Et est-ce que là, avec cette période, vous avez dû repenser toutes ces caractéristiques en fait? C'est plus par curiosité là. Donc, Je sais pas. oui, c'est un outil managérial, d'autant plus que si moi je fais partie d'une équipe et que mon équipe dirigeante me consulte sur l'analyse, que ce soit de l'externe ou de l'interne, et que si je participe à la définition du plan d'action, je serai d'autant plus impliqué dans la mise en œuvre si c'est une action qui vient de moi. C'est logique. Mais encore une fois, c'est la somme, c'est cette valeur ajoutée du travail collectif qui est intéressant à réaliser quand on fait une analyse. Alors, la procédure, le process, c'est à peu près ça. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une équipe. On fait un point sur qu'est-ce qu'on va analyser, comment on va analyser, où se trouve l'information. On était une petite dizaine à faire ça, chacun dans son coin. On s'est laissé un mois pour le faire. Et puis, au bout d'un mois, avant qu'on se retrouve tous ensemble, tout le monde m'a envoyé ses analyses. Je les ai synthétisées. Et la réunion, qui a duré une demi-journée, a constitué finalement à dire on a mis ça, pourquoi on a mis ça, et on argumente. En tant qu'animateur externe, je me suis permis de me faire l'avocat du diable et dire pourquoi vous l'avez mis, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et ce qui permet finalement d'avoir une analyse un petit peu plus fine, en tout cas elle est faite ensemble, c'est ce qui est intéressant. Donc c'est un outil managérial, c'est un outil d'analyse, il faut décider d'investir du temps dans l'analyse pour arriver au slide suivant, qui est le slide le plus important de ce webinaire, s'il veut venir. Ça va venir. A priori, de ce qui remonte du chat, c'est effectivement des usages qu'il peut y avoir au sein de différentes structures de se poser de ce type. Et effectivement, c'est aussi une opportunité, entre guillemets, c'est un moment propice, pour reprendre les mots de Madame Baneras, pour faire un point sur l'entreprise, sur ce qui s'est passé avant, pendant et après, quoi. C'est effectivement des choses. Alors, ça reste une photo de l'entreprise et de son environnement. C'est pour ça qu'il faut faire évoluer cette photo. On prend tous du poids, on perd des cheveux, ça c'est pas pour tout le monde, mais on voit bien que la photo elle évolue. Donc l'entreprise elle évolue, l'environnement il évolue. C'est la raison pour laquelle il faut le faire vivre. On en a fait un donc, au mois de novembre ou en début décembre avec un client et son équipe. Vous vous doutez bien qu'avec ce qui vient de se passer, le plan d'action qu'on avait écrit est complètement chamboulé. Donc on a refait un SWOT à la marge, on a affiné le trait pour revoir le plan d'action. C'est logique. Je vous le disais, ce slide est le plus important de ce webinaire parce que finalement, c'est à partir de là qu'on va faire des choix. Si je veux prendre et utiliser la meilleure tactique possible, il faut que j'ai une aide au choix la plus fine possible. C'est pour ça que l'analyse est déterminante. Si je croise tous les éléments qui constituent les points forts de ma structure, de mon organisation, de mon offre de service, et que je croise ces points forts avec les opportunités que me présente l'environnement, naturellement, on a une orientation stratégique qui tente à capitaliser ou à renforcer les investissements. Par contre, si face à ces opportunités, je me rends compte que j'ai trop de points faibles, j'ai trop de carences, je ne suis pas capable d'avancer, il va falloir que j'aille chercher de la ressource, des compétences pour pouvoir exploiter ces opportunités. Alors, ça peut être des stratégies d'alliance, ça peut être aussi des stratégies de consultanat, c'est-à-dire que je vais aller chercher le savoir ailleurs. Hein, ça ne coûte pas forcément de l'argent. C'est une démarche. Ensuite, dessous, à gauche, on voit les stratégies qui tentent à défendre impérativement. Ça, c'est quand je veux créer des barrières à l'entrée, faire en sorte que on ne vienne pas m'embêter. J'ai des points forts, il y a peut-être des menaces, mais moi, je vais tout faire pour me défendre. Attention, c'est une stratégie risquée, et là, il faudra l'évaluer de manière encore plus fine. Ce sera le slide suivant. Encore, dernière orientation, grande orientation possible. Ce qu'on voit là, ce sont les 4 grandes orientations possibles, mais il en existe d'autres.
ce sera de se retirer. Tout simplement, si un marché, une filière représente trop de menaces et que moi, de toute façon, je ne suis pas armé pour le faire, et si en plus mon cadre de référence n'est pas en phase avec cette orientation, alors on se retire. Se retirer, ça peut aller jusqu'à la fermeture d'une entreprise, c'est vrai. Mais ça peut être aussi arrêter simplement une activité ou arrêter une orientation de mon plan d'action. Je vous ai mis une petite photo à côté pour vous montrer que le SWOT, on peut l'animer aussi de manière un peu ludique avec la technique des post-it, du brown paper, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul dans son coin. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir du SWOT. Alors, je vous le disais, le plan tactique se compose d'opportunités de développement. C'est ce qu'on vient de faire. On a analysé l'environnement, on s'est regardé aussi un petit peu évoluer dans cet environnement et on a réussi à identifier des gaps. Ces gaps représentent les opportunités de développement. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour atteindre l'objectif ou les objectifs que je me suis fixés? Tout au long de la construction de cette analyse, on a pu lister, sans trier, sans s'interdire quoi que ce soit, on a pu lister un certain nombre de sujets, d'actions à mettre en place. Ces actions, maintenant, on va voir si elles sont réalistes, si elles sont opérables, si elles sont faisables, si elles ne représentent pas un risque. Est-ce qu'elles sont cohérentes avec ce que je veux faire? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Donc, en fait, chacune des actions tactiques qu'on a identifiées dans le cadre de notre analyse, on va les passer à la moulinette dans certains filtres qui vont me permettre d'égrener l'ensemble de cette liste pour qu'elle soit la plus pertinente et faisable possible. Il y a aussi une notion de ROI qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est déterminante. Si c'est une action, si ma seule action, c'est de décider de faire de la pub télé, et c'est la seule chose que je vois, ça reste un petit peu court et très risqué. Donc, il y a d'autres choses à réfléchir. Alors, on nous propose quelque chose sur le chat, de croiser éventuellement le SWOT avec la méthode BCG. Qu'est-ce que Oui, ça peut être intéressant, notamment pour le cycle de vie du produit et de le comparer avec le niveau de rentabilité de chacun des produits qu'on peut avoir. On a aussi la matrice McKinsey qui peut être intéressante, donc la matrice des atouts et des attraits qui est intéressante quand on travaille sur l'environnement. Moi, je vous ai proposé finalement, j'ai fait ce choix-là, c'est de vous proposer l'outil d'analyse le plus simple. Le plus simple pour définir une tactique commerciale, mais aussi une tactique pour répondre à une stratégie de développement. La matrice BCG sera limitée sur la stratégie de développement et s'intéressera plus au cycle de vie et au poids des produits. On nous parle aussi un peu de la méthode Pestel, voir si une méthode efficace. Oui, ce qu'on a pu voir, en fait, la méthode Pestel, c'est un mix de Porter et de Pestel, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la spirale de l'environnement. C'est un mix un petit peu vulgaire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, entre Pestel et Porter, mais on utilise des matrices aujourd'hui, il y en a plein. Aujourd'hui, des matrices d'analyse et les cabinets de conseil, on en a plein. Ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. C'est aussi un moyen pour un conseil d'asseoir sa légitimité en disant je m'appuie sur telle matrice et je m'appuie sur telle matrice. Il y en a plein de choses. Qu'est-ce qui compte, in fine? C'est qu'est-ce que je fais de cette analyse? C'est ça. Bien sûr. C'est ça qui compte. Donc, une fois que j'ai listé et passé à la moulinette mes idées d'action, qu'est-ce qu'on va en faire? Et ce sera la dernière partie de ce webinaire. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une représentation graphique de ce plan de développement. Normalement, ça devra arriver sur vos écrans dans quelques instants. C'est bon. Ce que vous voyez sur votre droite, c'est la représentation d'une matrice de développement. C'est une feuille de route. En bas, à gauche de cette matrice de développement, c'est l'état actuel. C'est là où je suis aujourd'hui. En haut à droite, c'est où je veux aller. Et on voit bien que le chemin n'est pas une ligne droite pour accéder à cet objectif-là. On va passer par plusieurs systèmes. Chacun des axes de cette matrice de développement représente un système de l'entreprise. Pourquoi pas commercial, RH, compta, finance, production. Chacun des axes est un système de l'entreprise.
chacun des carrés représente une action. On va aller voir ensemble comment on construit une action. Donc ça, c'est vraiment la feuille de route, c'est le plan tactique de l'entreprise. C'est quel chemin je dois emprunter pour atteindre mon objectif. Chacun des quartiles représente une échelle de temps. Donc on peut décider de la faire à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, pas à l'année, ça va faire un peu long. Là, généralement, un plan d'action tactique, sur un an, il est pertinent. Ce n'est pas un plan d'action stratégique. Le plan d'action stratégique, c'est minimum, on est sur 3 ans. Hein. On ne révise pas sa stratégie tous les ans, à moins vraiment qu'il y ait un événement important qui vienne avoir un impact, qui vienne impacter mon cadre de référence. Donc, chacun des petits carrés que vous voyez sur cette matrice de développement représente une action. Là, je vous ai montré un exemple de plan d'action tactique. Donc, initialement prévu jusqu'en janvier 2021. Vous avez donc les objectifs de départ, c'était vraiment d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de sécuriser également la gérance, parce qu'on avait un problème de monogérance, on va dire, et d'omniprésence du gérant. Donc, il a fallu mettre en place un plan d'action tactique pour atteindre ces deux objectifs. Comme vous pouvez le voir, sur chacun des axes, il y a plusieurs systèmes, qu'elles soient comme interne, externe, production, commerce, achat ou encore social RH. Sur les quartiles, on voit des échelles de temps qui sont mensuelles. Et donc, on va aller positionner les actions sur les systèmes concernés et sur la période qui nous paraît la plus pertinente. Si par hasard, je clique sur une de ces actions, eh bien, on va se retrouver avec ce genre de format. Vous voyez encore des matrices, hein, si on veut, on peut vraiment donner plein, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est une fiche action tactique. Donc ça aussi, ce sera à votre disposition. L'idée, c'est d'avoir une représentation simple, pertinente d'une action à mettre en place. Vous pouvez le voir au l'intitulé de l'action, l'effet, qu'est-ce qui m'amène finalement à vouloir mettre en place une action, les conséquences, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, dessous finalité et objectif de l'action, quelle est sa raison d'être, quels sont les moyens associés, que ce soit en interne ou en externe, que je vais devoir mettre en place pour réaliser cette action, et les enjeux en termes de gains, de coûts et de risques identifiés. La partie suivante, elle concerne essentiellement les étapes, tous les jalons qu'il va falloir prendre pour réaliser cette grande action. Petite quand même colonne qui est importante, vous le voyez, c'est qui, date et délai et coût. Chacun des jalons peut représenter un coût, que ce soit en ETP, donc en équivalent temps plein, hein, en ressources humaines, de temps il va passer à faire ça, donc combien ça coûte, mais c'est aussi, ça peut être quel achat je dois réaliser, quelle formation je dois mettre en place, quelle personne je dois consulter, est-ce que je dois refaire mon site internet, tout ça, ça va voir finalement, on va avoir là maintenant cette notion de ROI qui sera beaucoup plus fine, parce que justement j'ai identifié pour chacune des étapes le coût de mon action globale. Donc, si je reviens sur le slide précédent, voilà, on voit bien ici, par exemple, que certaines actions ne représentent pas de coût comme décidé, ça n'a pas un coût, hein. Par contre, recruter, ça va avoir un coût. Le compagnonnage, on voit juste à côté, ça a un coût, ça va mobiliser une personne. Construire des documents en interne, ça représente des ETP, les diffuser aussi, la formation commerciale aussi, etc., etc., etc. Donc, ça me permet d'avoir une représentation graphique de mon plan tactique. En même temps, à côté de ça, d'avoir un coût, combien coûte ce plan d'action tactique. Et en même temps, j'ai en ligne de mire améliorer ma rentabilité. Quand j'ai lancé la consultation du système de gestion de production, je sais combien je vais gagner. Ok. Un petit truc pour vous aider à définir qui fait quoi également sur cette fiche action, c'est la méthode du RACI. Alors, le nom n'est pas très sexy, hein, je voudrais m'excuser, mais c'est comme ça. C'est l'acronyme de responsable, acteur, consulté, informé. Par action, je vous invite à ne nommer
qu'une seule personne responsable. Peut-être plusieurs acteurs, certainement plusieurs personnes consultées et des personnes informées. Ce sont des profils différents. Ça vous permet de les inscrire dans les fiches actions et vous savez qui fait quoi quand et combien ça coûte. Voilà. Donc, quand on remet ce plan d'action tactique dans une dimension commerciale, on est tous d'accord pour se dire que ce qu'on souhaite faire, c'est sécuriser nos partenaires, fidéliser nos clients, les rassurer, leur montrer que nous sommes toujours là. Mais bon, c'est pas très, quand même pas très novateur. Hein. Que ce soit SFR, quand on regarde une pub télé, peu importe, tout le monde vous dit on est là à côté de vous. Ouais, mais concrètement, à côté de moi, vous n'êtes pas là. Hein, d'accord ? Ça, c'est vraiment des vœux pieux. Ce sont des discours marketing, mais en rien des discours opérationnels. Moi, ce que je conseille, ce que je me suis fait fort de faire, c'est d'appeler mes clients et de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour vous maintenant. C'est très concret, c'est très opérationnel. Faire un mail pour dire simplement nous on est là, on est à vos côtés, ça sert à rien. C'est un effet de com, mais ça n'a rien à voir avec une tactique commerciale. On a mis du temps à créer de la relation avec nos clients. Je pense que ce serait dommage de gâcher cette relation avec simplement un mail. Non, c'est le moment d'appeler les gens et de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous maintenant. Voilà. Et en même temps, oui. Il mérite sûrement plus de type et d'aller plus dans la personnalisation. Il y a sûrement des connaissances. Il y a des liens qui se créent. Il faut aussi jouer sur ces liens qui étaient créés avant et pas envoyer tout azimut peut-être des communications, plutôt se concentrer sur un pool ou de clients importants ou sur un pool de gens en tout cas. Pas envoyer à tout va, quoi. Et prendre le temps, là on a le temps de le faire, peut-être de dire quand est-ce qu'on peut en parler, quelles sont vos difficultés, dans quelle mesure je peux vous aider, je pourrais vous aider. Il y a des choses qu'on facture, d'autres qu'on ne facture pas. On est dans la relation client. Hein. Il y a une autre, pour ceux qui font vraiment du commerce, c'est de profiter de ce moment-là pour leur proposer des précommandes. Si je suis en phase de développement d'un produit ou d'un nouveau service, leur dire écoutez, si une fois qu'on est sorti de tout ça, vous faites appel à moi, testez-moi sur tel sujet. C'est le format de la précommande. Les tactiques, il y en a énormément. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient les plus pertinentes possibles. C'est pour ça que cette phase d'analyse est importante. Ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le temps qui m'était imparti. Et je reste à votre disposition. Je suis désolé, je n'ai pas pu rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Mais je me répète, si je peux vous aider, il y a le numéro qui s'affiche. Vous n'hésiterez pas à revenir vers moi. Juste un petit truc pour terminer, puis s'il y a des questions, justement, c'est le moment, n'hésitez pas à les poser. Si on repart sur 2 slides avant, justement sur le schéma qui était rempli, des exemples à nous donner par rapport au contexte actuel, quelles cases on pourrait faire un petit peu évoluer. Alors, il va falloir que ça revienne. Fatalement, c'est pas simple. Oui, ça revient. Alors, ouais. Alors, peut-être même, voilà, celle-là. Parfait. Effectivement, sur ce schéma qui est rempli, qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu bouger comme ligne? Moi, c'est un peu compliqué comme question, c'est très général. Mais sur quoi on pourrait jouer, en fait? Sur quelle petite case on pourrait jouer? Alors, ce qui va être décalé, en fait, c'est une question de décalage plus que de révision globale. La partie recrutement ne se déroulera pas sur la partie achat. Par exemple, ne se déroulera pas en janvier 2021. Typiquement, vu la difficulté financière de l'entreprise, c'est de se dire on ne va pas rajouter un recrutement à ce moment-là et le sourcing et les achats vont continuer à être réalisés par quelqu'un dans l'équipe qui le faisait. Donc, c'est plutôt des questions de décalage que de révision totale du plan. Après, en ce qui concerne la com interne, ça, pour l'instant, rien n'a changé. Pour l'instant, rien n'a changé. Ok. Ouais. Quelques remarques qui remontent. Plutôt sur les investissements financiers. Ouais. Ok, donc quelques remarques. Effectivement, le fait d'être force de proposition avec le client, c'est quelque chose qui remonte pas mal. Vraiment proposer et pas juste être attentiste. Également,
une remarque qui remonte sur l'opportunité actuelle de communiquer sur son entreprise, sur différents canaux, sur les réseaux sociaux, et puis justement susciter peut-être un petit peu de sympathie pour qu'au retour à la normale des activités, justement, toutes les graines qu'on a pu planter peut-être pendant ce confinement viennent être récoltées au moment du déconfinement, quoi. Il y a quelqu'un il y a longtemps qui m'a parlé d'un terme qui s'appelait la surface de contact. Ouais. Alors là, pour le coup, il n'est pas physique, mais par contre, c'est tous les éléments qui vont me permettre de rester en contact avec mon client. C'est peut-être un mail, c'est certainement un coup de téléphone, c'est aussi un envoi ou des encouragements, ou lui demander de nous tenir au courant d'un sujet qu'on a pu lancer, et garder le contact. C'est étrange d'ailleurs, parce qu'il y a des clients, je ne les ai jamais autant eu au téléphone qu'en ce moment. Bon. C'est comme ça, et du coup, toute la difficulté, c'est comment créer la relation. Mais une fois qu'on l'a créée, c'est comment on anime cette relation. Et ça, c'est un plan, ça fait partie du plan tactique. Est-ce que le fait de faciliter le paiement, éventuellement, de faire des reports ou lisser sur une année toutes les commandes, ça peut être quelque chose qu'on peut faire spontanément, ou il faut quand même attendre de voir la situation du client, ou il faut être proactif, quoi. Si les capacités financières de l'entreprise le permettent et que c'est demandé par ses clients, soit. Mais je crois que aucun d'entre nous n'a eu son assurance automobile reportée. C'est vrai, c'est très vrai. Donc quand on peut le faire et que c'est demandé par le client, c'est un geste commercial fort, bien sûr. Mais inutile de proposer des choses qui vont impacter la rentabilité de l'entreprise alors que personne ne l'a demandé. Ouais, c'est une tactique un peu risquée, pas forcément efficace, quoi, en tout cas. Voilà. Ok. Je vois aussi, il est important d'être actif auprès de ses clients et remonter les nouveaux besoins, trouver des nouvelles opportunités pour nos TPE et PME locales. Et ce qui va ça va venir enrichir le SWOT, effectivement. Il y a, quand on disait tout à l'heure, la difficulté, c'est d'aller chercher de la donnée, de la data. Mais le client, quand on l'a au téléphone, lui aussi est source d'information. Bien sûr. Ça va venir enrichir aussi notre SWOT. Oui, c'est une étude un peu perpétuelle de marché pour essayer de coller au plus proche, quoi. Complètement. Ok. Il n'y a pas beaucoup plus de questions, à part le sujet compliqué qui est celui des assurances, effectivement, Yann. Voilà. Si vous avez encore quelques petites minutes pour poser des questions, et puis sinon, on pourra clôturer. Peut-être en attendant que les personnes puissent poser des questions. Une petite promo, disons, pour le prochain webinaire qui aura lieu vendredi. En fait, c'est un webinaire qu'on a voulu concernant le modèle économique. Ça va être comment adapter son modèle économique dans une situation actuelle qui est un peu complexe, et justement par quels moyens, par quelle méthode essayer de l'adapter et de pas se retrouver au point mort, quoi. Donc, je vous conseille pour ceux qui participent à ce webinaire d'aujourd'hui, ça peut être tout à fait pertinent. À la limite, peu importe quel est son secteur d'activité à la base, soit plutôt traditionnel ou innovant, je pense que ça peut répondre à pas mal de questions et soulever des bonnes interrogations surtout. Alors, dernière question, dernière remarque en tout cas. Aussi changer ses modes de vente ou de fonctionnement, utiliser le à distance. Par exemple, pour des formateurs ou de la vente de produits, en fait, digitaliser et passer par beaucoup de e-commerce lorsque c'est possible, quoi. Ça faisait partie des conseils qui remontaient. Et on avait une proposition de service par rapport aux assurances, si quelqu'un a besoin d'un intermédiaire en assurance. Donc, voilà. Là, on en parlait tout à l'heure des opportunités, quel effort je dois faire pour faire plaisir aux clients. Je prends l'exemple d'un autre client qui a décidé de faire un peu de gel hydroalcoolique et d'en donner à l'hôpital de sa commune.
Il se trouve que le directeur de l'hôpital a un ami journaliste à France Télévisions. Il lui en a fait part et le journaliste est venu faire une interview du dirigeant sur le site. Et donc, c'est passé au JT alors qu'il n'avait rien demandé. Ouais. Ça, c'est oui, non, mais c'est super intéressant. Ouais. Voilà. C'est pour un coût, je crois, de 2500 €. Ouais, effectivement. Voilà. Après, ouais, il s'agit simplement d'être pertinent et en phase avec les besoins. Ça sert à rien de proposer des choses si les gens n'en ont pas besoin. J'ai vu dans le chat rapidement une entreprise qui a décidé de faire des surblouses alors qu'à l'origine, elle fait des sacs poubelles. C'est juste plein de bon sens. Bravo. Bravo. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. On va conclure. Alors, effectivement, c'était un conseil et pas une proposition que j'ai lu un peu rapidement concernant les assurances. Alors, une question au niveau de l'opportunisme. Une personne qui accompagne des entrepreneurs et qui entend souvent que ces entreprises ont. Alors, je vous le lis directement. J'accompagne les entrepreneurs et j'entends souvent, j'ai peur d'être opportuniste en ce moment si je me rapproche des clients. Est-ce que voilà, le fait d'aller démarcher, est-ce que ça peut être taxé d'opportunisme actuellement? Ah, si c'est du démarchage, c'est-à-dire que je n'appelle Je pense, droit je pense à que c'est ça. Peut-être rien, que c'est autre chose, mais voilà. C'est la dimension différente. Faire de la prospection dans ce moment-là, c'est peut-être pas le plus pertinent. Par contre, d'appeler des clients existants, leur dire je suis pas là que pour vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement? C'est pas en quoi je serais décalé si je peux pas être décalé si je réponds à un de ses besoins. hmm. Il Non, faut c'est clair. juste oser prendre son téléphone et lui dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. C'est clair. Puis il y a aussi une bonne chose sur les initiatives qui peuvent être faites à droite ou à gauche, c'est que ça va venir aussi renforcer, c'est une remarque qui monte, la RSE en fait des entreprises. C'est Ouais. que il y a la RSE, il y a le gain en image, en sympathie, qui est aussi une bonne opportunité là, pour le coup. Complètement, les sociétés, les cabinets de conseil RSE en ce moment sont relativement optimistes quant aux missions qu'ils vont avoir à l'issue de cette crise sanitaire. Ok. C'est aussi un outil de communication, au-delà de l'impact, bien sûr, sur l'environnement. Ouais. Et, Voilà. et là, on va vraiment terminer. Après, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est assez important sur les campagnes de communication que pourraient faire les entreprises actuellement. La personne qui est assureur nous dit qu'elle se verrait mal ou ça serait assez peu opportun de mettre en place une campagne sur l'assurance décès, par exemple. C'est de vendre un produit qui viendrait être trop négatif, trop pessimiste. Actuellement, c'est aussi comme ça qu'on fait des bad buzz, quoi. Donc, ouais, effectivement, Il faut aussi c'est. faire confiance à son bon sens. Ouais. Ouais. C'est vrai. Merci du conseil. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette intervention. C'était pas mal actif sur le chat, donc voilà, ça a suscité remarques et questions, donc c'est parfait. Voilà, eh ben, écoutez, merci à tous. Effectivement, vous pourrez retrouver l'intervention sur le site de la Technopole dans quelques petites heures, ainsi que la présentation de Sébastien. Et puis pour ceux qui veulent pour vendredi, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain atelier. Voilà, merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, t'as pas mal de remerciements qui remontent, Sébastien. Ah, ok. Ça arrive. Tout le monde te remercie sur la clarté, Merci pour entendre une voix quand même. Merci. Merci, madame. Oui, merci. Merci, c'était très, très enrichissant, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de votre intervention. Merci, monsieur. On n'a plus qu'à jouer maintenant. C'est très visionnaire. Merci infiniment. Avec plaisir. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un coup de main, un point de vue extérieur, n'hésitez pas.
Donc, Alexandre, tu as le support. Ouais. Donc, écoute, tu peux le mettre à disposition, hein, aucun problème. Ça marche. Moi, en fait, je vais mettre la présentation sur YouTube. On la remet après sur le site de la Technopole. Toutes les personnes qui n'ont pas pu y assister retrouveront ton support plus le replay, quoi. Plus le replay. Eh ben, c'est parfait. Oh, c'est dommage. J'aurais fait attention à ma coiffure, alors. Non, mais c'est parfait, Sébastien. Tu as de la chance, c'est un peu flou, donc Ok, super. quand c'est flou, ça va. Merci, sympa. Merci beaucoup. Bon, merci Alexandre. En tout cas, n'hésite pas s'il y a des gens qui ont des questions, qui te les font passer. Ce sera avec plaisir. Bah, Ok. je ferai suivre, ça marche. Salut Sébastien. Allez, au revoir. Ciao.